Bonsoir mes chers, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Je vous retrouve une fois encore, mais cette fois-ci ce sera pour faire une petite production écrite et pour prévoir une petite nouvelle rubrique qui consiste à passer en revue toutes les fautes que j'ai pu rencontrer lors de ma correction de vos différents exercices, à savoir la production écrite ou tous les exercices que je vous ai confiés. Alors cette rubrique, elle sera habituelle. À chaque fois, je vous rappellerai et je ferai un petit rappel des erreurs très courantes et on pourra prévoir des exercices correctifs à cet effet après, Inch'Allah, quand on se retrouvera en classe. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Il s'agit des nouvelles méthodes d'enseignement qui nous sont imposées par le confinement. Vous savez que depuis le 15 mars, les écoles ont fermé leurs portes. Et bien entendu, il fallait que nous continuions notre travail. Bien entendu, les responsables ont mis en place de nouvelles techniques qui consistent à dispenser des cours à distance. Ces cours à distance, s'ils sont nouveaux pour nous, datent de 3 siècles approximativement. Ils ont été mis en place par un certain Phillips, je pense en 1728. Et il avait commencé par donner des cours dans la Gazette de Boston. Et depuis, ça s'est développé pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du e-learning, on parle des cours à distance, etc. etc. Et d'ailleurs, de grands centres existent à travers le monde. Le CNED en est un bel exemple. J'ai eu le privilège d'y faire quelques études, puisque j'y ai fait ma licence FLE. Bien, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera, depuis quelque temps, les cours en présentiel sont en jachère. Ils sont remplacés par les cours à distance. La question est, ces cours à distance peuvent-ils être aussi efficaces que les cours en présentiel? Et ne risquent-ils pas un jour de supplanter ces derniers? Alors la problématique, c'est cours à distance, cours en présentiel. Là, le schéma dialectique s'impose, puisqu'il n'y aura pas d'unanimité, nous n'allons pas tous opter pour les cours en présentiel ou pour les cours à distance. Là, il y aura des avis divergents. Il y aura irrémédiablement une thèse, une antithèse et une synthèse. Donc, en gros, ce sera une introduction à travers laquelle vous souleverez la problématique qui consiste à bien sûr étaler votre problématique, et puis n'oubliez pas le point d'interrogation et auquel vous répondrez à 3 étapes. Dans la thèse, donc, les partisans vont défendre les cours à distance. Dans l'antithèse, à travers des arguments. Et dans l'antithèse, les partisans vont riposter à travers, bien entendu, des arguments. Et dans la synthèse, ce sera votre opinion. Je vais accompagner mon travail par une vidéo qui vous inspirera. Cette vidéo parle des cours de l'histoire des cours à distance. Les arguments pour défendre les cours à distance sont légion. Il en est de même pour les arguments pour défendre les cours en présentiel. Ils sont très nombreux. Personnellement, en guise de synthèse, j'opterai pour une opinion, pour une formation duale, une formation hybride, où les cours en présentiel seraient complétés par des cours à distance. Donc, en gros, voici le sujet. Je vous enverrai donc le sujet par écrit, accompagné d'une vidéo qui vous inspirera. Et maintenant, nous allons aborder une nouvelle rubrique. C'est une rubrique qui me permettra de faire un petit peu l'inventaire de quelques inepties linguistiques que j'ai rencontrées au gré de mes corrections. Il s'agit en premier lieu de ce qu'on appelle les anglicismes. Alors, quand je parle d'anglicisme, je frémis parce que la langue anglaise, elle a envahi la langue française et on retrouve de nombreux termes anglais utilisés par les jeunes et par les jeunes aujourd'hui en France ou au Maroc ou ailleurs. Mais malheureusement, nous avons en langue française les équivalents de ces termes. Pourquoi, par exemple, utiliser des termes comme buzz, selfie ou fan ou autre?
Les jeunes s'amusent à... J'ai retrouvé des phrases un petit peu maladroites, du type que le condamné à mort a fait le buzz dans sa joie. Mais non. C'est un crime, c'est un crime lèse langue française. Le condamné, c'est vrai que le condamné a eu quelques privilèges dans sa geôle, mais il les a eus grâce à sa docilité et grâce à sa connaissance de la langue latine. Mais de là à faire le buzz, peut-être on aurait pu dire un événement médiatique. Buzz, qui en anglais signifie vrombir et bourdonner, n'a pas sa place. Donc, on cherche un équivalent, et la langue française est une langue très riche, en enluminure linguistique, et elle est magnifique, cette belle langue. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pour donc le terme buzz, que j'ai retrouvé dans un exercice que je vous avais confié, où il s'agissait du dernier jour d'un condamné. Un deuxième exercice, c'est booster. Booster n'a rien à faire dans la langue française. Mais je vous rappelle que tous ces termes, booster, buzz, etc., nous a été imposés par la publicité. La publicité qui s'amuse à innover en matière linguistique et qui a imposé ces termes. Alors qu'en français, nous avons le verbe stimuler, nous avons le verbe revigorer, promouvoir, qui signifie booster. Pourquoi parler de booster? Alors, dans quel contexte j'ai retrouvé le mot booster? C'est lorsque, à Fès, je me souviens, c'était dans un des chapitres, ils ont déménagé. Ils étaient au MSID et ils ont dû déménager à cause de la chaleur infernale. N'oubliez pas que nous sommes à Fès, dans la boîte à merveille, et c'est la fournaise. Donc ils ont déménagé, ils ont quitté le MSID pour aller étudier dans un sanctuaire. Et le sanctuaire a offert un confort et des conditions de travail magnifiques aux enfants. Et là, le petit Sidi Mohamed a fait des miracles. Et il a dit, ma mémoire fait des miracles. Et il a appris je ne sais combien de versets. Et dans une des productions, j'ai trouvé que l'enfant, que le sanctuaire avait boosté la mémoire de l'enfant. Non, le nouvel environnement, le sanctuaire a stimulé la mémoire de Sidi Mohamed et il s'est mis à apprendre mieux. J'ai retrouvé aussi le mot fun. Fun, qui est un terme anglais qui vient de l'expression to be fond of, qui veut dire en anglais être friandeux. Le Sidi Mohamed n'était pas fan du hammam. Au contraire, il exécrait le hammam, le bain mort. Il détestait le bain mort. On aurait pu dire il appréciait le bain mort. Il aimait le bain mort. Pourquoi utiliser un mot anglais? Donc les anglicismes sont très nombreux dans certaines productions. Et en dehors même des productions des vôtres, j'entends souvent ces anglicismes, alors que la langue française est riche. Pourquoi recourir à un anglicisme et ternir ainsi une si belle langue, qui est riche, qui ne manque pas d'équivalent? Je reproche aussi à certains aussi l'usage de ce qu'on appelle des apocopes. Les apocopes qui consistent à tronquer un mot. Au lieu de dire le professeur, prof. Au lieu de dire à plus tard, à plus. Au lieu de dire les mathématiques, à les maths. Bon, c'est vrai que les apocopes s'imposent dans certaines situations, mais on ne va pas s'amuser à les introduire à tort et à travers. Le petit Sidi Mohamed, quelle était la phrase? Je pense le petit mot au lieu de Mohamed. C'était amusé, je retrouvais facilement la phrase où cet usage était fréquent. Donc les apocopes à éviter. À éviter. Et l'usage aussi d'un adverbe. L'adverbe très. L'adverbe très est un adverbe qui se construit avec un verbe ou avec un adjectif ou avec un adverbe. Sidi Mohamed est très courageux. Lalla Aïcha est très bavarde. Antigone est très rebelle. Mais quand je vois et quand j'entends dire autour de moi, quand je vois sur une production que Sidi Mohamed n'est pas très jeune, pour dire que Sidi Mohamed n'affectionne pas les jeux, on aurait pu dire Sidi Mohamed n'aime pas les jeux. Mais dire je ne suis pas très café, pas très thé ou très autre, c'est une erreur monumentale. Donc finalement, vous aurez droit à cette rubrique à chaque fois, soit après une production écrite, soit après la présentation d'un fragment de l'une des œuvres que nous avons au programme, à savoir La boîte à merveilles de Ahmed Sferaoui,
du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et puis de Antigone, de Jean Anouilh. Je vous rappelle que la prochaine séance sera consacrée à l'exploitation d'un texte du dernier jour d'un condamné. C'est le texte le plus émouvant du dernier jour d'un condamné. C'est la rencontre du condamné avec sa fille. Donc, outre ce travail d'exploitation, je vais prévoir une petite rubrique sur l'emploi du pronom donc, qui est malmené par certains élèves, le pronom relatif donc, ainsi que la concordance des temps dans la voix passive et la voix active. Et plus le discours direct et le discours indirect. Très bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous rappelle que vous devez vous confiner. Je réitère mes hommages à toutes ces personnes qui veillent sur notre confinement au détriment de leur déconfinement. Ils sont déconfinés pour que nous vivions notre confinement. Je les salue vivement et je leur souhaite du courage. Gloire à toutes ces personnes qui veillent sur nous. Gloire à toutes ces personnes qui s'exposent pour que nous ayons un confinement confortable. Gloire entre rois et à la prochaine. Attends, اللي عنده شي دار يدخل لها